Bonjour François Bousquet. Bonjour Martial. Vous connaissez bien la maison TV Liberté. Oui. Vous y animez une émission, Le Plus d'éléments, notamment, et cette année-là. Oui, très juste. Et là, vous êtes en qualité de directeur de la Nouvelle Librairie et aussi éditeur des livres de l'Institut Iliade. C'est dans ces titres-là que vous êtes présent ici aujourd'hui pour évoquer, une personnalité. Comme l'on dit dans le monde des médias, il y a une actualité. Dominique Vénère, essayiste, écrivain, qui a marqué plusieurs générations et qui s'est donné la mort le 21 mai 2013. François, très simplement, qui était Dominique Vénère ? Un Français et un Européen, historien, vous l'avez dit, journaliste, puisqu'il a dirigé 2 revues d'histoire, qui étaient 2 revues très prestigieuses, Enquête sur l'histoire et la Nouvelle Revue d'Histoire. Il a été militant, activiste, soldat pendant la guerre d'Algérie. Il est passé par la casse-prison dans les années 60. Il a pris du champ pour devenir un historien méditatif et il nous a laissé quelques chefs-d'œuvre. Un livre de témoignages qui s'appelle Le Cœur rebelle, un livre testament qui s'appelle Le Samouraï d'Occident et Le Samouraï d'Occident et quelques grands livres d'historiens. Je pense à l'histoire de la collaboration qu'il a pu écrire. Je pense également au siècle XIV, qui est une immense somme sur la grande guerre civile européenne. Donc je dirais en un mot, un poète de l'identité, un soldat politique et un historien méditatif qui a pris du champ sur l'actualité. Alors, j'ai cité cette date du 21 mai 2013, elle est importante puisque nous allons parler, nous, du 21 mai 2023. 21 mai 2013, Dominique Vénère avait appelé, je cite, à des actions spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences. Et il s'est suicidé dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors ce geste, il a surpris, il a interpellé, il a aussi bien évidemment choqué. 10 ans plus tard, avec le recul rétrospectivement, comment interprétez-vous cet acte ? Alors je comprends que le geste ait pu heurter. Pourquoi ? Parce que Dominique Vénère était un païen. Les païens sont assez peu nombreux, je crois, des païens authentiques. C'est une espèce assez rare. Il y a beaucoup de païens qui se disent païens mais qui ne le sont pas. Lui, il y avait une hostilité à l'égard du christianisme, une hostilité identitaire, parce qu'il disait que le christianisme n'était pas une religion identitaire. Et les Européens ont besoin d'une religion identitaire, disait-il. Ce en quoi il se trompait, l'orthodoxie nous montre que chez les chrétiens, il y a aussi un volet identitaire. Mais qu'importe, se donner la mort un 21 mai 2013 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est le cœur de la géographie secrète de la France, qui est le point zéro d'où tout part, qui dépasse le cadre du catholicisme, parce que c'est aussi le cadre de la monarchie, c'était évidemment heurter les sensibilités chrétiennes et catholiques. Et elles l'ont été, elles le restent 10 ans après. Il n'empêche, je crois que ce jour-là, Dominique Vénère a voulu réunir les 2 Europes qui lui tiennent vraiment à cœur. L'Europe pré-chrétienne, c'était l'Europe de l'Antiquité, gréco-latine, mais aussi l'Europe chrétienne, l'Europe médiévale, l'Europe de la Renaissance, l'Europe de l'âge classique, l'Europe de l'âge romantique, qui était une Europe chrétienne. Et ce qu'il a révoqué et récusé ce jour-là, dans ce geste, moi je trouve dans la perfection de la règle des 3 unités du théâtre classique. C'est quoi la règle des 3 unités du théâtre classique ? Tous les écoliers le savent. C'est unité d'espace, de temps et d'action. Il a essayé de réunir ces 2 Europes qui lui tenaient à cœur, la chrétienne et la pré-chrétienne, pour récuser l'Europe post-chrétienne qui est en train de nous submerger. Donc ce geste a pu choquer, je crois. Il mais a expliqué ce geste qu'il allait faire. Est-ce qu'il l'a expliqué à l'avance ? Alors non, il ne l'a pas expliqué à l'avance, puisqu'il a laissé, une fois qu'il s'est donné la mort dans l'église dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, il y a une lettre qui a été rendue publique où il dit la chose suivante, dans ce lieu hautement symbolique, la cathédrale Notre-Dame de Paris que je respecte et admire, elle qui fut édifiée par le génie de mes aïeux sur des lieux de culte plus anciens, rappelant nos origines immémoriales. Donc ça, il le dit. Et quelques jours après sa mort, il y a un éditeur orthodoxe, pour le coup, Pierre-Guillaume de Roux, aujourd'hui mort, malheureusement, de mort naturelle, de maladie, là, pour le coup, qui a publié Le Samouraï d'Occident, qui est un livre posthume, immédiatement posthume, Le Bréviaire des Insoumis, où Dominique Vénère explique son geste, en effet, réveiller les consciences assoupies, endormies, essayer de triompher de ce qu'il appelait la dormition de l'Europe. L'Europe s'est endormie. Donc il a voulu que ce geste soit spectaculaire. Moi, je pense que il ne s'est pas seulement donné la mort, il nous a tenus en joue ce jour-là. Son geste s'adresse à nous, et toi, François Bousquet, qu'es-tu susceptible de faire pour sauver la civilisation qui est la tienne ? Donc il voulait faire de son suicide un acte politique afin que... Il avait dit d'ailleurs que les paroles soient authentifiées par des actes. Il a parlé même d'une provocation à l'espérance
et à l'émeute. Alors, 10 ans plus tard, là encore, 10 ans plus tard, l'espérance, elle est, comme le dit le chant, couverte de noirs nuages. Et puis l'émeute, on en est loin encore. Alors, que faire face à l'ampleur des défis? Alors déjà, un petit point, une petite parenthèse sur l'espérance. L'espérance ne relève pas du vocabulaire habituel et du lexique habituel de Dominique Vénère. Pourquoi lui, on l'appelle toujours aux vertus cardinales, aux vertus romaines en réalité, mais pas aux vertus théologales, à la petite sœur espérance. Il en appelle à la petite sœur espérance ce jour-là d'emblée. C'est pour montrer que il y a un geste il se dirige vers le monde chrétien qui est aussi le sien. Que s'est-il passé en 10 ans? On a reculé, on a fait beaucoup de choses, on a fait quantité de choses, mais elles sont insuffisantes face à l'ampleur de la tâche, face à l'accélération de la catastrophe, face à l'accélération du remplacement. Il était hanté et obsédé par cette question identitaire. Moi, je pense qu'il est le grand poète de l'identité, pas le grand penseur. Des penseurs, on en a beaucoup, des intellectuels, on en a beaucoup. Je crois qu'il est le grand poète de l'identité parce que précisément, il a authentifié avec son sang sa vision des choses et sa vision du monde. Alors oui, qu'avons-nous fait en 10 ans? Trop peu. On a fait beaucoup. Disons plutôt, on a beaucoup fait, mais il reste tout à faire. Alors, le jour de sa mort, lors d'un déjeuner, il a voulu, dès le déjeuner avant sa mort, avec ses amis, il a voulu la création de l'Institut Iliade. Notamment, il était en compagnie de Jean-Yves Le Gallou et de Philippe Conrad. Et Bernard Lucan. Il a voulu cette création de l'Institut Iliade, qui est une vraie réussite. Oui. Qui est une vraie réussite. Les dernières conférences en ont apporté la preuve il y a quelques jours. Et donc l'Institut Iliade a donc décidé de lui rendre hommage, si vous me permettez cette expression, le 21 mai 2023. Donc 10 ans, jour pour jour, au pavillon Wagram, cette avenue de Wagram à Paris à partir de 15h. Est-ce que cet événement est un moment pour dresser un bilan ou est-ce que c'est pour dégager des perspectives? Ce sera plutôt pour dégager des perspectives, même si Jean-Yves Le Gallou va intervenir sur la création de l'Institut Iliade. Et vous avez raison de souligner que c'est quelque chose de très important qui a été créé, selon la volonté de Dominique Vénère. De l'Institut Iliade, on voit la vitrine qui est le colloque annuel, où il y a 1100, 1200, 1300 personnes à la Maison de la Chimie. On voit les publications que la Nouvelle Librairie fait. Il y en a beaucoup, une quinzaine par an, mais la vraie mission, le cœur de mission de l'Institut Iliade, c'est la formation des jeunes. En 10 ans, il y a eu 230 auditeurs qui ont été formés. Donc beaucoup d'entre eux s'investissent dans le combat militant, le combat politique à tous les niveaux, au niveau scolaire, familial, entrepreneurial, politique. Donc c'est une vraie réussite. Et Vénère était obsédé par l'idée de combat culturel, de guerre culturelle, ou pour reprendre le mot de Renan après la guerre de 1870, de réforme intellectuelle et morale. C'est comment poser la possibilité d'une réforme intellectuelle et morale. Donc Jean-Yves Le Gallou va intervenir sur ce sujet-là, mais le vrai volet de cette journée du 21 mai 2023, c'est qu'allons-nous faire dans les mois et les années qui viennent. On s'adresse vraiment à la jeunesse, pas par démagogie. J'ai toujours en tête, bien sûr, le mot de Roger Nimier, qui se moquait du maréchal Pétain. Il disait les conseils à la jeunesse sont un genre bien particulier. Le maréchal Pétain s'y exerça quelque temps. Il raillait un petit peu Nimier en disant cela. Il n'empêche, c'est quand même le cœur de l'œuvre de Vénère, c'est ça. C'est comment transmettre à la jeunesse le flambeau. C'est pour ça que vous l'avez mis en premier titre, l'appel à la jeunesse. L'appel à la jeunesse et la flamme. Comment maintenir, c'est pour ça qu'on hésite sur cette journée d'hommage, c'est plus une célébration. C'est ça, parce que là, vous ne voulez pas. Alors, là, je ne savais pas très bien, c'est pour ça que je dis hommage, parce que vous ne voulez pas que ce soit une commémoration, vous ne voulez pas que ce soit un hommage, vous voulez que ce soit une célébration. Pardon, François, je ne suis pas un grand intellectuel comme vous. C'est quoi la différence? Disons que moi, elle ne me dérange pas tant que ça, hommage, mais disons qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est maintenir vivant le foyer, pas entretenir les cendres, même si de fait il y a des cendres, mais on voudrait nourrir le foyer, nourrir le feu, pour qu'on soit de plus en plus visible, de plus en plus efficace, et qu'on soit porteur d'espérance. Le message à la jeunesse est central et décisif. Moi je trouve que l'œuvre de Dominique Vénère, avec son suicide entre autres, mais également la découverte posthume des carnets rebelles, il y a un énorme massif de textes, des milliers de pages, qui constituent une sorte de journal posthume que Dominique Vénère frappe à la porte des très grands écrivains du XXe siècle, en particulier à la famille des auteurs qu'on appelle les romantiques fascistes. Dru-La Rochelle, Louis-Ferdinand Céline, Lucien Rebatté, Robert Brasillac. Donc c'est vraiment quelqu'un de grand. En particulier, ces carnets rebelles nous montrent qu'il y a une œuvre littéraire très consistante, très volumineuse, très substantielle. Et j'ai toujours en tête le dernier texte de Brasillac, qui est une lettre à la classe des années 60, lettre qu'il adresse à la jeunesse qui va lui suivre dans 20 ans. L'œuvre de Vénère, c'est la même chose. C'est un message adressé aux jeunes. Mobilisez-vous, quoi.
As-tu du cœur, Rodrigue? As-tu de l'enthousiasme? As-tu de l'énergie? As-tu de la volonté? C'est le message que nous voudrions faire passer ce 21 mai en lisant un texte qui sera lu dans plusieurs pays européens. Mais c'est ça, parce que je vois la dimension européenne. Vous avez prévu de lire ce texte, vous le dites à l'instant, en plusieurs langues. Le réveil des Européens, mais Dominique Vénère ne doutait pas que l'Europe était pour lui était un thème central. Et comment on fait vivre cette dimension aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet-là encore 10 ans plus tard? C'est très difficile. Vénère, pourquoi je disais, alors je reviens un petit peu en arrière, pourquoi je dis qu'il est central dans le combat identitaire? Parce que je pense qu'il a été le premier à l'entrevoir et le percevoir. Comment il s'en est rendu compte? Il s'en est rendu compte en Algérie. En 1955, 1956, il n'est pas appelé du contingent, il est volontaire pour aller en Algérie. Et qu'est-ce qu'il découvre en Algérie? En Algérie, il découvre qu'il y a des indigènes et des Européens. C'est sa grande découverte. Donc à partir au milieu des années 50, il découvre qu'il y a une dimension identitaire, culturelle, historique, mais aussi ethnique, qui fait qu'il est interdit pour des indigènes et des Européens de se côtoyer. Le statut social est réversible, c'est ce que la gauche ne comprend pas. Un statut social est réversible. On pourrait très bien imaginer que des ouvriers indigènes s'entendent en Algérie avec des ouvriers européens. Ça n'est pas le cas, parce que la dimension identitaire est beaucoup plus forte. Donc il y a 50 ans, 60 ans, Dominique Vénère voit la centralité de cette question, qui est la question européenne. Alors évidemment, cette question européenne, pourquoi on insiste autant sur cette dimension européenne? Puisqu'il y a une unité de civilisation. Et cette unité de civilisation nous est apparue, à nous, qui n'avions pas la dimension visionnaire de Dominique Vénère, après le 11 septembre 2001. Nous, on l'a compris au seuil à partir du 3e millénaire, en réalité, quand le djihadisme a heurté les Twin Towers. Mais lui, Dominique Vénère l'avait vu beaucoup plus tôt. Il l'avait vu 50 ans plus tôt, cette question identitaire, cette question euclitonienne, cette question civilisationnelle. Donc c'est évidemment à l'Europe, dans toutes ses dimensions, culturelle, je le disais, culturelle, historique, mais aussi religieuse, mais aussi ethnique. Alors évidemment, c'est l'objection que vous me disiez, qu'avons-nous fait en 10 ans? De fait, nos adversaires vont plus vite que nous. Le combat culturel, on ne l'a pas gagné. Donc tout reste à faire. Oui, on va voir d'ailleurs qu'il y a une importante actualité éditoriale autour de Dominique Vénère. C'est aussi le combat culturel. La nouvelle librairie que vous dirigez, je l'ai dit il y a quelques minutes, propose et va sortir coup sur coup 3 ouvrages à l'occasion de cette journée. Et tout d'abord, un livre d'entretien avec Claudine Vénère, sa veuve, et Egonon. Oui, Egonon, qui dirige la chaîne YouTube du même nom, qui est un jeune philosophe, moins de 30 ans, et configuration parfaite. Voilà, configuration parfaite de ce qu'est l'Institut Iliade, du cœur nucléaire de l'Institut Iliade. C'est un auditeur. C'est comme ça que nous le rencontrons, Egonon, alias Antoine Dresse, parce qu'il le signe sous son nom, Antoine Dresse, qui est un Belge, et qui a fait un livre d'entretien avec Clotilde Vénère, qui est la dernière femme, la 3e et dernière femme de Dominique Vénère. Moi, je trouve que c'est un livre remarquable, parce que c'est une femme qui a du fond, qui a de la profondeur, qui a une vision historique, et qui donnait vraiment la réplique à Dominique Vénère. C'était pas un ping-pong, c'était pas un mur sur lequel Dominique Vénère essayait ses phrases, essayait sa pensée, etc. C'est quelqu'un avec qui il a pu débattre, s'entretenir, et elle nous montre qu'il est beaucoup plus complexe, mais c'est ce que montrent également les Carnets rebelles, on va y revenir. On a Dominique Vénère la vision d'un homme, le soleil et l'acier, de Mishima en réalité, Junger, les orages d'acier. Il est fasciné par ce monde-là, mais il y a également il y a beaucoup de velours chez Dominique Vénère. Il y a beaucoup de frivolité qui tenait de sa grand-mère. Et ça apparaît de manière manifeste dans le livre d'entretien de Clotilde Vénère, mais aussi dans les Carnets rebelles. Donc on découvre, mais c'est la force de Vénère, parce que c'est un destin. Se donner de la mort, comme dans les conditions où il se donnait, c'est basculer d'une vie ordinaire et normale dans une vie avec un destin, qui est la vie. Ce sont des vies tragiques. Et donc on est en train de nourrir de manière posthume, de donner de l'épaisseur, encore plus de corps au personnage, en essayant de le rendre de plus en plus central. Donc ça c'est le premier livre que nous sortons, mais il y en aura d'autres. Et puis aussi de la publication des Carnets rebelles, le 3e volume. Le 3e volume, avec une préface de Conrad. Conrad qui présente passé-présent avec Guillaume Fiquet sur TVL. Voilà, et qui avait pris le relais de Dominique Vénère, après la mort de Dominique Vénère, à la tête de la nouvelle revue d'histoire, qui était la revue de Dominique Vénère. Les Carnets rebelles, c'est...
moi je pense qu'une œuvre, c'est la pesée des âmes dans la théologie catholique. Eh bien, il y a aussi une pesée des auteurs. Je crois qu'une œuvre se juge également par les 90 volumes de Tolstoï, de Dostoïevski, de Victor Hugo, de Balzac. Eh bien, on est en train de se rendre compte qu'il y a un nombre de volumes incalculable dans l'œuvre de Dominique Vénère. Et à un moment donné, le quantitatif se transforme en qualitatif. Donc tout ça est en train de conforter la figure de Dominique Vénère. Mais il y a aussi, si vous permettez, un livre d'hommage collectif dirigé par Solène Marty, qui a l'occasion déjà de passer sur les plateaux de TV Liberté. Qui sera dans quelques jours sur un plateau pour la question de l'identité. L'identité est-elle en panne? Voilà, donc nous sommes dans le sujet de Dominique Vénère, un livre d'hommage à l'aube de nos destins, mais aussi pour vous montrer à quel point le personnage intrigue. Benoît Raïski a fait il y a quelques mois un livre Viva la Muerte, que je rappelle aux téléspectateurs. Benoît Raïski, c'est quelqu'un qui vient de la gauche. Il y a un effet de bascule surprenant et qui se retrouve dans l'œuvre de Dominique Vénère. Renaud Dely, c'est Renaud Dely, moi, ça reste pour moi le journaliste de Libération. Ah, mais c'est ce qui reste. Aujourd'hui, la France Info. De toute façon, c'est le système des revolving doors, comme les Américains. C'est que quand il passe, il quitte Libé, il va à l'Obs. Quand il quitte l'Obs, il va à Marianne. Après, il va à France Info. Et puis après, il va sur Arte. Et puis, on refait un tour de boucle. Et là, il est sur Arte maintenant. Voilà, il va démolir, je crois, Dominique Vénère. Il n'empêche, il est fasciné par lui. Pourquoi? Parce qu'il relève. Il appartient à ce continent, à cet archipel plutôt de la famille du romantisme fasciste. Je le redis, Drieu-La Rochelle, Rebatté, Brasillac et quelques autres. Donc oui, il y a une actualité Dominique Vénère, comme disent les journalistes et comme vous le rappeliez, et je crois, et tant mieux, nous avons besoin, nous identitaires, chrétiens ou pas chrétiens, nous avons besoin de nous appuyer pas seulement sur ce que nous faisons les uns et les autres au quotidien, moi de l'édition, du journalisme comme vous, on a besoin de s'appuyer sur des grandes figures. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Jean Raspail, il y a Renaud Camus, il y a Alain de Benoît, et il y a Dominique Vénère. Il y en a sûrement quelques autres. On a besoin de savoir que nos idées ont été défendues, portées par des esprits qui relèvent pour certains d'entre eux du génie. Donc, François Bosquet, qu'est-ce que nous dirait d'ailleurs Dominique Vénère s'il revenait? Lui qui alertait sur la destruction programmée de la civilisation européenne. On y est. Ouais. Alors, il ne le dirait pas en ces termes, puisque je vais appeler au registre du langage familier. Mais dépêchez-vous, les gars, ça chauffe, là. Il ne le dirait pas en ces termes, puisque c'était un homme plein de pudeur, avec un langage classique assez châtié. Il dirait, mais qu'as-tu fait, je le redis, qu'as-tu fait, François Bousquet, de ta vie? Qu'es-tu, François Bousquet, disposé à sacrifier? Je crois que Dominique Vénère pensait, moi aussi, je le crois. Les chrétiens le pensent aussi. Et pas que les Européens, qu'un homme se mesure au sacrifice qu'il est disposé à faire. Je crois qu'il y a 3 niveaux de sacrifice. Il y a des choses pour lesquelles on est prêt à se sacrifier. Notre famille, par exemple, les pères de famille sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants, ou les mères de famille. Premier niveau de sacrifice. Second niveau de sacrifice, c'est qu'il y a des choses que nous sommes prêts à sacrifier. Eh bien, par exemple, un repas, un dessert, que sais-je. Il y a des choses qu'on est prêt à sacrifier parce qu'on considère qu'elles ne sont pas importantes. Donc il y a une hiérarchie, il y a une échelle de sacrifice. Qu'est-ce que nous sommes disposés à sacrifier? Pas notre vie, ça c'est du registre du héros ou de la personne qui veut avoir un destin, c'est Dominique Vénère. Mais qu'est-ce que nous sommes disposés à faire pour nous investir dans le combat culturel? Nous investir ou investir, c'est-à-dire de donner de notre personne ou donner de l'argent. C'est qu'est-ce que nous sommes prêts à faire, nous Européens, nous Français et nous Européens. Moi je suis très attaché à la dimension française, donc nous Français, mais aussi nous Européens. Qu'est-ce que nous sommes disposés à faire pour sauver notre civilisation? C'est ce que Dominique Vénère nous dirait. Et je le redis, je crois que quand il se donne la mort, c'est nous qui tient en joue. Question difficile, dernière question, mais difficile. Referait-il le même geste s'il revenait? Est-ce qu'il referait le même geste qui a soulevé beaucoup d'incompréhension? Un geste aussi dans une cathédrale qui, quelques années plus tard, va partir en cendres. Oui. Alors ça, on ne pouvait pas le savoir pour l'incendie de Notre-Dame. Mais de fait, l'église, le temple, la cathédrale a été ébranlée en l'espace de quelques années par l'incendie et puis aussi par la mort, puisque la mort de Dominique Vénère, il y a l'écho de l'arme à feu. Oui, je crois, c'était une personnalité intransigeante.
Je crois qu'il aurait refait le même geste, c'est la question difficile, mais je pense qu'il aurait fait le même geste. Hein. Que faire d'autre? Il a 78 ans, il est sain de corps et d'esprit, mais on n'est pas en guerre, de fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter les siens, pour leur dire l'heure est grave, hein. Il y a un compte à rebours qui a été enclenché, c'est le compte à rebours du camp des Saints. Ils sont à 20 000 km des côtes méditerranéennes, puis à 10 000, puis à 5 000, puis à 2 000, et puis ils sont en face de nous. Donc on est pris par l'urgence. Que faire? Je crois qu'à 78 ans, on ne peut rien faire d'autre. S'il avait eu 20 ans, peut-être qu'il serait parti sur un front en Russie, j'en sais rien. C'est pas le cas, donc il a choisi la mort volontaire mais c'est une mort de la mort. J'en ai fini. Il faut bien comprendre que quand il se tue, ce qu'il tue, c'est la mort. C'est une négation de la négation. Il meurt physiquement pour revivre spirituellement. Il meurt pour que nous ne mourions pas. Raison pour laquelle, 10 ans après, le combat est toujours là. L'heure est plus urgente qu'elle ne l'était en 2013. Hein. Mais il n'empêche, Dominique Vénère pour nous est un étendard, hein, une oriflamme. Hein. Donc nous allons le 21 mai 2023. Voilà, la ce salle que j'allais Wagram, dire, c'est que vous appelez les téléspectateurs, en l'occurrence à nous rejoindre aujourd'hui, et à tous ceux qui le veulent, de participer à cette journée de célébration du 21 mai. Est-ce que vous pouvez nous redire où ça se déroule? On va avoir tous les détails qui vont s'inscrire, mais néanmoins, n'hésitez pas à nous dire comment on y va, qui a le droit d'y aller, combien ça coûte, où c'est. Combien ça coûte? Je crois que c'est 10 €, moins cher pour les étudiants. Et ceux qui veulent donner plus donnent plus. Hein. C'est à 15h, le dimanche 21 mai 2023, à l'espace Wagram, avenue Wagram, et tout ça va apparaître. Hein. Vont intervenir beaucoup de gens, des gens que connaissent bien les téléspectateurs de TV Liberté, Jean-Yves Le Gallou, Rémi Soulier, moi, d'autres. Hein. Et nous allons, pendant 4 à 5 heures, essayer d'évoquer les perspectives qui s'ouvrent à nous et la manière dont nous allons pouvoir essayer d'infléchir le destin auquel nous souhaitons échapper. C'est celui qui est programmé par le grand emplacement de la fin des Européens. Voilà, c'est avenue de Wagram, c'est à côté de la place de l'Étoile, place de l'Étoile à Paris. Dernière information, on s'inscrit à l'avance, On peut s'inscrire par Internet, mais tout ça va apparaître, se préinscrire. Sur le site. Il vaut mieux se préinscrire, comme ça c'est... Sur le site de l'Institut de l'Iliade. L'Institut de l'Iliade, comme ça vous avez sûr d'avoir une place, mais la salle est assez grande, je crois 400 ou 500 places. Hein. D'accord, merci beaucoup François Bousquet, on se retrouve très bientôt, on l'a dit, avec le plus d'éléments et d'autres occasions aussi. Merci Martial.